Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Les Dossiers sur Ecofin Télévision. Les élections approchent à grands pas en République démocratique du Congo et pour ces élections de 2023, une première, la diaspora congolaise va devoir y participer pour élire simplement le président de la République dans un premier temps. Comment justement cette diaspora se prépare pour ces échéances électorales à venir? Est-elle abandonnée parce que justement les candidats à président de la République ont présenté leur programme pour quelques-uns lors du dépôt de leur dossier à la CENI. Ils ont esquissé quelques mots sur leur programme, mais aucun d'entre eux n'a fait mention à la diaspora congolaise. Est-elle abandonnée tout simplement par les différents candidats à l'élection présidentielle? Nous en parlons dans cette émission, et pour en parler justement, on prend la direction de Londres où on retrouve Junior Badila, avec qui nous allons évoquer justement cette question. Junior Badila, bonjour et bienvenue. Bonjour, mais c'est Patrick Lumbala et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes Congolais résident à Londres depuis près de 2 décennies et vous êtes aussi un ancien journaliste de la BBC, mais également et surtout fondateur de AUK Radio, une radio qui évolue à Londres justement, au Royaume-Uni. Bienvenue une fois de plus. Alors, je l'ai évoqué dans l'entame de cette émission, vous êtes un Congolais qui vit à Londres depuis près des 2 décennies et c'est une première en tout cas en République démocratique du Congo lors d'organisation des échéances électorales que vous, de la diaspora, puissiez être associés à ce processus. Quel est d'abord, premièrement, le ressenti de cette diaspora dont vous faites partie? Merci pour cette question, M. Patrick. Effectivement, les avis sont partagés. D'abord, 5 pays ont été sélectionnés pour cette première phase du vote de la diaspora. Il y a les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique, je crois, et l'Afrique du Sud. Ce sont ces 5 pays qui ont été sélectionnés pour participer aux échéances. Mais les problèmes qui se posent, c'est les problèmes de la confiance, en fait. Les Congolais de la diaspora, notamment ici au Royaume-Uni, considèrent qu'ils ont été exclus, qu'ils ne sont pas considérés par rapport à ces échéances. Et c'est ce que nous considérons, en fait, au niveau de la diaspora, les Congolais d'ici. Et c'est comme si cette première phase où les 5 pays sélectionnés est constituée comme une faveur envers les Congolais de la diaspora, qui n'en est pas une faveur, c'est un droit constitutionnel. Les avis sont partagés. Vous avez les Congolais qui habitent dans ces 2 pays en Europe, notamment en France et en Belgique. Certains ont les satisfecit du gouvernement par rapport à leur choix. Et les autres, notamment nous ici en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni et bien d'autres pays, je ne dirais pas que de l'Europe, il y a aussi les Congolais qui sont au Kenya, il y a des Congolais qui sont en Chine. Il y a quand même un grand nombre de Congolais actuellement en Chine, à Dubaï et dans bien d'autres pays, se sentent exclus par rapport au choix de la CENI. Et nous considérons que la CENI a échoué dans cette manœuvre de pouvoir intégrer les Congolais de la diaspora à participer à ces processus qui constituent quand même, nous voulons faire partie du débat politique dans notre pays. Mais lorsqu'on prend, parce que vous êtes dans l'espace européen où la CENI, le gouvernement congolais évidemment, a préféré prendre la France et la Belgique, mais on sait quand même aujourd'hui que c'est en France et en Belgique, les 2 pays mélangés où se trouve une très grande communauté congolaise dans la diaspora en général. Les problèmes, vous savez, ça c'est une ancienne rhétorique, où dans les années 90, où on disait que la France, la Belgique, c'est seulement là où on trouve un grand nombre de Congolais. Là, nous pensons que voilà, la CENI a pris ces 2 pays comme l'échantillon représentatif, ce qui n'est pas le cas, pas aujourd'hui quand même. Vous avez des Congolais en grand nombre aujourd'hui
qui sont en Chine. Vous le savez. Il y a des Congolais qui sont non seulement en France et en Belgique, il y a un grand nombre de plus en plus croissant des Congolais ici au Royaume-Uni, l'Angleterre, les pays de Galles et en Irlande du Nord. Donc voilà, cet aspect des choses, nous considérons que ça a été une décision politique, une décision qui ne rentre pas dans le cadre de la configuration actuelle de la diaspora. Et nous pensons, nous, les Congolais de la diaspora, ici au Royaume-Uni notamment, nous pensons que cette décision a été politique, basée sur les choix de certains dirigeants aujourd'hui, certains membres du Parlement et certains membres du gouvernement, parce que généralement, ils viennent de ces pays. Ils viennent de l'Afrique du Sud, ils viennent du Canada, ils viennent des États-Unis, ils viennent de la France et de la Belgique. Donc, ils ont élaboré ces plans, ils ont proposé ces pays phares parce que c'est là où se trouve la plupart de leurs bases. Donc, pour nous, les Congolais de la... Lorsque vous parlez, lorsque vous parlez que c'est dans ces pays où se trouve la plupart de leurs bases, vous faites référence à quel acteur politique? Au pluriel, bien sûr. Ben oui, au pluriel, généralement. Nous savons que les Congolais de ces 5 pays ne vont, comme vous l'avez bien introduit au début de cette émission, ne vont que participer à l'élection présidentielle, ce qui d'ailleurs pose un problème, c'est devenu un défaut à ces niveaux, parce que... Il y a aussi aujourd'hui un problème du cadre légal, c'est que les lois ici au niveau de la RDC ne prévoient pas une circonscription pour la diaspora. C'est là où pose problème, en fait. C'est ce que les Congolais de la diaspora demandent, qui est une circonscription électorale des Congolais de la diaspora, des Congolais de l'étranger, en fait, parce que les lois se votent au niveau du Parlement. Je vous rappelle, nous, au niveau du Royaume-Uni, j'ai fait partie des groupes, des clubs, des societies, des sociétés où nous militons, nous échangeons autour des questions de l'heure, notamment les questions liées au processus démocratique et électoral dans notre pays, en République démocratique du Congo. Nous avons mené quand même pas mal de lobbies auprès de certains membres du gouvernement et du Parlement afin que la loi électorale soit revue. La session du mois de mars, la session liée à la réforme législative, c'était avant cette session que nous avons mené quand même des campagnes de lobbying auprès de certains membres du Parlement afin que cette loi puisse être revue. Et aussi la loi sur la nationalité, la double nationalité, la binationalité. Bon, ça c'est un autre débat. Mais pour qu'il y ait une circonscription des Congolais de l'étranger, parce que c'est là où nous pensons qu'au sein du Parlement, nous allons exposer nos problèmes. Nous avons nos réalités à nous qui sont tout à fait différentes par rapport aux réalités du pays. Mais les débats actuels, vous le savez, vous le suivez, vous constateriez que les débats actuels, la rhétorique, le narratif actuel dans le débat politique ne concerne même pas la diaspora. Ils ont besoin que de votes de la diaspora, notamment au niveau présidentiel, et les restes des débats, les restes des réalités du Congolais de l'étranger ne leur concernent pas. C'est là où pose problème. C'est là où ça pose problème, justement, parce que vous parlez des besoins de la diaspora qui ne concernent pas la plupart des candidats pour les indexer. Quelles sont aujourd'hui les priorités de la diaspora congolaise? Parce que vous en faites partie. Si les différents candidats à la présidentielle aujourd'hui doivent intégrer quelque chose dans leur programme et qui va dans l'essence justement de vous donner, de répondre à vos desiderata, vous de la diaspora, ça serait quoi concrètement? Les besoins fondamentaux sont connus en fait de la plupart de ces acteurs politiques. Ils viennent ici en Europe, on échange, et même quand on est au Congo, on échange avec eux, on organise des colloques, des séminaires, des rencontres, des réseautages. D'abord, la loi sur la binationalité, ça c'est une loi qui est devenue caduque quand même, elle doit être revue. Il y a des Congolais qui sont ici depuis longtemps, qui sont exclus du droit du vote et de l'éligibilité. Quand même. Nous voulons participer en tant que citoyens d'origine. Simplement par le simple fait d'avoir contracté une autre nationalité. Oui, selon la Constitution, la Constitution est claire, la nationalité congolaise est une et indivisible. Exclusive. Indivisible. Donc,
exclusive. Donc, si vous avez octroyé une nationalité étrangère, vous perdez automatiquement, selon la loi, la nationalité d'origine, c'est-à-dire la nationalité congolaise. Ça, c'est une loi caduque. Aujourd'hui, cette loi, ça c'est parmi nos demandes, cette loi doit être revue. C'est pourquoi nous avons contacté, nous sommes en contact toujours avec quelques membres du Parlement pour que cette loi soit revue. Il y a aussi, sur le plan économique, la diaspora congolaise participe aux marches et au progrès économique de la République démocratique du Congo. L'année dernière, selon la Banque mondiale, la totalité des transferts des fonds envoyés par les Congolais de la diaspora a totalisé près de 2 milliards de dollars, à peu près 15% du budget actuel de la République démocratique. Ce qui est énorme. Alors, nous voulons que cette relation entre nous, les Congolais de la diaspora, et nos institutions sur place, sur le plan notamment économique, puisse être revue, qu'il y ait des institutions en place pour permettre notre intégration économique au pays. Je vais vous choquer, par exemple. Pour qu'un citoyen congolais de la diaspora vienne investir au Congo, il doit être accompagné d'un étranger, d'un citoyen occidental devant lui afin que les portes soient ouvertes. Mais si vous vous présentez comme un citoyen congolais de l'étranger, vous aurez des obstacles incroyables. Donc, nous voulons sur le plan, ça, ce sont nos demandes, en fait, que la loi sur la binationalité puisse être revue et puis qu'il y ait des institutions capables de pouvoir gérer l'intégration économique des Congolais de l'étranger et aussi socio-culturelle. Il y a des Congolais qui, sur le plan socio-culturel, représentent la République démocratique du Congo, ici, dans la plupart des pays, notamment ici au Royaume-Uni, là où je suis. J'ai quand même des citoyens d'origine congolaise, bien qu'ayant acquis la nationalité britannique, ils participent à l'éveil, au progrès socio-culturel de la République démocratique du Congo. Donc voilà, ça, ce sont nos besoins où nous voulons que nos lois à nous, la circonscription électorale particulièrement dédiée aux Congolais puisse être mise en place afin que nous puissions débattre et proposer une loi nous concernant. Une circonscription électorale pour la diaspora, mais également la révision de la loi sur la nationalité, mais aussi l'intégration économique de la communauté congolaise de la diaspora. Ce sont donc aujourd'hui les plus grandes priorités pour la diaspora congolaise. Tout à fait. Là, ce sont les grands axes, en fait. Les grands axes des Congolais de l'étranger. C'est bien beau de pouvoir venir ici, la CENI, enrôler. Le plus important, c'est d'avoir une cartographie complète de la diaspora. Aujourd'hui, on estime à entre 10 à 15 millions de citoyens, le nombre est total. Ça, ce sont des estimatifs. Ce n'est pas un chiffre. Un chiffre officiel, on estime entre 10 à 15 millions le nombre de Congolais vivant à l'étranger, qui sont reconnus en fait. Alors, c'est au niveau de la République démocratique du Congo. Les parlements, si nous avons notre circonscription à nous, les parlements vont décider à l'enregistrement des Congolais qui sont à l'étranger. Il y a des Congolais en Chine, comme je l'ai souligné bientôt. Il y a des Congolais à Dubaï. Il y a des Congolais en Inde. Il y a des Congolais au Maroc. J'étais à Rabat, c'est là 3 mois. J'ai vu un grand nombre, une large communauté congolaise estudiantine qui était là. Certains ont fini leurs études. Ils travaillent sur place à Rabat. D'autres n'ont pas de séjour, mais ils cherchent à regagner le pays avec leur diplôme, leur qualification, leur formation. Donc voilà, ça, ce sont nos besoins à nous, ou que la circonscription électorale des Congolais de l'étranger va commencer à débattre sur nos réalités à nous. Les réalités parfois méconnues ou peu connues auprès des acteurs politiques actuels. Certains ont été dans la diaspora, ici, mais ils ont, une fois au pays, une fois au pouvoir, carrément oublié les réalités qui étaient les leurs quand ils étaient ici. Quand ils étaient là-bas, vous faites référence notamment au président Tshisekedi qui a quand même vécu pendant longtemps en Belgique notamment. C'est un acteur actif de la diaspora, un ancien de la diaspora. Et vous savez aussi, les acteurs d'avant, je ne fais pas allusion qu'à lui. Il y a certains membres du gouvernement, il y a certains membres du
Parlement qui sont de la diaspora, comme en Afrique du Sud et dans d'autres pays limitrophes, ils font quand même partie de la diaspora. C'est-à-dire, ils ont vécu ce genre d'expérience, mais une fois au pays, carrément, ils ont oublié. Donc, nos besoins, nous, doivent être traités au sein d'une circonscription dédiée aux Congolais de l'étranger. Bon nombre de pays les font. Vous savez, les Mali, la Côte d'Ivoire, les Kenya, ils ont arrivé à instituer, à élaborer au niveau de la Constitution une circonscription dédiée à ces pays, à leurs citoyens vivant à l'étranger. Et ça a contribué au progrès, ça a boosté même la capacité, la volonté de ces citoyens de pouvoir participer au progrès économique de leur pays. Aujourd'hui, vous avez le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria. Ce sont des pays qui, en matière de transfert des fonds, ils ont transformé les transferts des fonds. Les transferts des fonds n'est plus traditionnels dans ces pays, comme ça s'est fait chez nous ici. Les transferts des fonds venant des Congolais, aujourd'hui, sont restés à l'étape traditionnelle, c'est-à-dire pour servir les besoins domestiques des familles, couvrir, être supplétif du gouvernement sur le plan social. Mais nous voulons que nos transferts de fonds puissent être considérés comme l'investissement direct à l'étranger. Ça, c'est fait. Ou les IDF, on appelle ça Foreign Direct Investment, FDI, Foreign Direct Investment. C'est-à-dire, chaque fonds transféré par un citoyen congolais de l'étranger est constitué d'office comme un investissement au pays. Donc voilà, ce sont des besoins, nos problèmes, nos réalités auxquelles seront débattus au sein de cette circonscription électorale. Donc voilà pour nous, élire les chefs de l'État, oui, c'est une étape qui a été franchie, mais nous voulons aller au-delà. Et nous voulons que tous les Congolais reconnus au niveau de la diaspora puissent participer, puissent bénéficier de ces droits de vote et de l'éligibilité. Que tous les Congolais soient donc reconnus et participer à cet exercice important pour notre démocratie. Alors, parmi vos revendications, est-ce que vous pensez comme certains que pour le président qui sera réélu, pour le cas du président Tshisekedi, ou c'est lui qui va être élu pour les cas des autres candidats, qu'il sera important de mettre en place ou de revenir au ministère, à la création ou à la restauration du ministère des Congolais de l'étranger? Je ne pense pas qu'il s'agit des ministères. Il y a eu pas mal de ministères. Les ministères chargés des Congolais à l'étranger, ce n'étaient que des postes politiques. Ces propositions n'ont servi à rien. Le plus important, c'est là où on vote les lois. C'est au niveau du Parlement. Nous voulons avoir notre circonscription. Ben, je me rappelle à un moment donné, personnellement, il y a cela 10 ans je pense que quand Mme Colette Chomba était vice-ministre chargée des Congolais de la diaspora, j'avais participé à un colloque destiné sur les Congolais, les réalités des Congolais de la diaspora. Il y a des lois quand même, il y a des propositions de lois, il y a eu des colloques, il y a eu des séminaires, il y a eu des travaux qui ont été organisés, que ce soit au niveau du gouvernement ou proposés par les Congolais eux-mêmes, en ce qui concerne les droits et les réalités des Congolais. Ben oui, mais tout ça sont restés lettres mortes. Mais c'est ce que nous voulons, nous, c'est les lois, là où on vote les lois, que nous puissions avoir une circonscription électorale, nous. Si les chefs de l'État qui sera élu, ils sont au nombre des 32 apparemment, qui seront élus et viennent nous voir, ils viennent ici des fois. Ils sont au nombre des 24. Mais quand ils viennent ici, ils sont au nombre de 24, oui. Mais quand ils viennent auprès de la diaspora, les langages d'abord, la rhétorique est considérée comme vous, citoyens de la diaspora, on nous considère comme des braillards. C'est ça en fait. Hein. Les Congolais de la diaspora sont considérés comme des braillards. Mais d'un autre côté, ils sont considérés comme des supplétifs sociaux de l'État. Donc voilà, c'est cette relation un peu mi-aigre, mi-doux que nous voulons un peu améliorer entre les gouvernements entre nous et les institutions du pays, notamment une circonscription électorale dédiée aux Congolais de la diaspora. Justement, une circonscription électorale, mais la réalité c'est que pour les élections à venir, les élections de 2023,
il n'en aura pas, il n'y en aura pas, en tout cas, parce que ça, c'est déjà acté, c'est peut-être pour les autres élections à venir, notamment en 2028. Mais en attendant, est-ce que vous ne prévoyez pas, par exemple, de mener des démarches auprès du Parlement, le prochain Parlement, bien entendu, afin de créer, ne fût-ce qu'une commission chargée des Congolais de l'étranger? Nous avons mené ces démarches, merci pour cette question, mais c'est pas une question pertinente. Nous avons mené ces démarches-là, personnellement. Je suis au Royaume-Uni depuis plusieurs années. C'est depuis longtemps que nous avons commencé à mener cette campagne, ces débats. C'est d'ailleurs bien avant cette législature. C'est depuis 2006 que nous avons 2008, je me rappelle, que 2011, s'il vous plaît, 2011, nous avons commencé déjà à mener ces campagnes afin que les Congolais de la diaspora puissent avoir une circonscription propre à eux. Donc, ces débats étaient déjà lancés. Mais le plus important, c'est que nous avons remarqué, en dépit de nos contacts, de nos combats, de nos demandes, de nos requêtes, nous n'avons pas été entendus. Et nous sommes toujours considérés, la rhétorique, vous l'entendez souvent, nous sommes toujours considérés comme des demandeurs, comme des braillards, comme des meneurs de troubles. Or, la diaspora, non seulement sur le plan économique, comme je l'avais souligné bien avant, et sur le plan socio-culturel, mais aussi sur le plan politique, vous le savez. La diaspora a constitué un bastion important quand même de l'opposition. Elle a joué un rôle de lobbyisme auprès des institutions ici, auprès de figures politiques en Occident, et ce qui a quand même amené à transformer les pays dans les sens où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons quand même, les pays à réussi à organiser des élections de façon régulière. C'est qu'un combat, quand même, une victoire aussi réclamée par la diaspora. Donc, ces combats étaient menés depuis longtemps. C'est vrai, vous l'avez dit, maintenant c'est déjà acté. Les élections vont se dérouler probablement d'ici là. Donc, entre décembre et janvier, nous aurons déjà de nouvelles institutions. Mais déjà, ce combat va continuer. Pour 2028, nous voulons avoir notre circonscription à nous. Et ce combat va continuer. Nous allons demander à auprès de celles qui seront élus au sein du Parlement, qui puissent, dans leur session ordinaire des réformes législatives, considérer ces aspects, c'est-à-dire la loi sur la binationalité, d'inclure la circonscription électorale des Congolais de la diaspora, et aussi de considérer les transferts des fonds comme investissement direct à l'étranger, afin qu'on puisse sortir de cette relation traditionnelle d'envoi des fonds. C'est depuis des années, on envoie des fonds. Mais nous voulons que nos envois de fonds puissent être considérés comme des investissements directs à l'étranger, ce qui va améliorer et booster notre relation avec nos institutions sur place. Et on retient donc que les revendications des Congolais de l'étranger sont multiples et vous les avez résumées, mais il y a une question quand même qui fait tache d'huile sur les Congolais de l'étranger, c'est votre organisation, notamment ceux qui vivent en Occident. Je fais référence ici aux États-Unis, au Canada, mais aussi à l'Europe. Votre organisation, comment vous organisez aujourd'hui les Congolais de la diaspora pour ceux qui vivent au pays? Vous avez une certaine une certaine connotation qu'on vous attribue, celle des combattants, celle des Congolais qui agressent les hommes politiques, les chefs des corps qui arrivent en Europe. Quelle est votre organisation aujourd'hui? C'est vrai, vous pouvez avoir beaucoup de revendications, mais comment vous-même vous êtes organisé pour que ces revendications-là puissent aboutir? Monsieur Patrick Lumumba, vous savez, ce langage a été tenu à plusieurs reprises par plusieurs acteurs politiques, sociaux, culturels, mais j'ai toujours qualifié ces langages de petite école. C'est trop bas. Comment est-ce que ça peut être des petites écoles alors que c'est des choses que nous vivons, nous voyons des vidéos, des images où des responsables politiques, des responsables d'institutions sont menacés. Certains même ils en ont arrivé à se toucher au corps. Comment est-ce que c'est un argument des basses classes?
Ça, c'est un aspect tout à fait limité, un aspect tout à fait limité de la diaspora. Donc, Mhm. les ténors de ces langages ne se focalisent que sur cet aspect limité de la diaspora. La diaspora est diverse. Vous savez, les Congolais de la diaspora sont bien organisés, je vous le suis, je peux vous assurer. Il y a des Congolais qui, depuis ils sont ici, j'ai fait partie de plusieurs organisations professionnels des Congolais ici. Nous avons des avocats, nous avons des médecins, et nous avons des Congolais professeurs d'université et nous avons des Congolais qui sont acteurs sociaux, culturels et des Congolais qui investissent dans leur pays, qui ne sont pas visibles sur la place publique et qui ne participent pas dans certains de ces mouvements, comme vous les qualifiez les combattants. Même les combattants, comme vous le dites, ils ont participé à l'éveil patriotique national, nous pouvons le dire. C'est selon la définition. Ces mouvements des combattants, comme d'aucuns ont toujours tendance à les dire, ont réussi quand même dans leur manière à pouvoir éveiller la conscience nationale sur certains abus politiques, sur certains abus démocratiques, sur certains abus sur le plan des droits de l'homme. Et ça a eu quand même des effets positifs d'arriver jusqu'à ces nouveaux. Donc moi, je pense que notre relation entre les Congolais de la diaspora et les institutions doivent se baser sur les mérites, doivent se baser sur l'impact positif que ces Congolais euh, apportent dans leur pays. Vous savez que les Congolais commençaient à sortir de leur pays quand même. Vague des Congolais qui sortaient venaient aller en Belgique pour des études. Ils étaient étudiants et la plupart sont restés. Certains sont rentrés. Ils sont rentrés avec des mérites. Et il y a eu la deuxième génération, la deuxième vague des Congolais qui ont quitté le pays. Ils ont quitté le pays à cause des conditions difficiles qui étaient chez eux. C'était vers les années fin 80 et début 90. Ces Congolais ont quitté leur pays pour pouvoir chercher le meilleur afin de subvenir aux besoins de leur famille. Et ils le font. Ils le font malgré des conditions difficiles aussi qu'ils ont retrouvées dans le pays d'accueil. Et une fois ces Congolais s'opposent et réclament que les conditions puissent changer, ils sont taxés de tout le monde, ils sont taxés des combattants, ils sont taxés des braillards, mais ils ne demandent que l'amélioration des conditions de vie de leur famille restée au pays. C'est ce qu'ils demandent en fait. Mais une fois que vous portez vos voix auprès de ces institutions, de ces tenants acteurs, on vous qualifie de tous les mots. C'est d'ailleurs dans ces cas que nous pensons que la circonscription électorale des Congolais et des étrangers jouerait un rôle très important dans notre rapport, nous, les Congolais de l'étranger, et nos institutions. Parce que la plupart de ces ténors, des acteurs politiques, socio-culturels, ne connaissent en rien nos réalités. Tout à fait. Alors, nous allons terminer par cette question. Les élections, je l'ai dit dans l'entame de cette émission, c'est dans très très peu en République démocratique du Congo, le 20 décembre, où vous, de la diaspora, vous êtes intéressés seulement par l'élection présidentielle. Quelle est aujourd'hui la température au niveau de la diaspora? Vous circulez notamment dans l'espace européen. Quelle est aujourd'hui la température? Est-ce qu'il y a de l'engouement des Congolais de l'étranger pour participer à ces élections, du moins pour ceux qui sont concernés, bien entendu, par ces votes? Honnêtement, il n'y a pas de l'engouement parce que y a pas trop de l'engouement ici au niveau de la diaspora. Et ceux, comme les chefs de l'État actuel, le président Félix Tshisekedi était en Belgique, il a quand même des acquaintances avec certains membres de la diaspora, ce qui constitue quand même ses réseaux. Il est en avance par rapport à ses réseaux, par rapport à ses contacts, par rapport à sa familiarité avec certains Congolais, notamment de la France et de la Belgique. Là, il a un tout petit peu d'une longueur d'avance par rapport aux autres. Mais aussi, le professeur Mukwege a aussi, par rapport à ses mérites, prix Nobel de la paix, tout ça, et c'est tourné en Europe. Hein. Le professeur Mukwege, quand il fait des tournées en Europe. Et il a aussi l'avantage, la facilité de pouvoir communiquer avec certains membres de la diaspora. Donc, il a aussi une certaine longueur d'avance. Mais sur le plan engouement, il n'y a pas trop d'engouement parce que les Congolais de la diaspora considèrent qu'ils ne sont pas
considérés au pays par les acteurs politiques. Vous suivez leurs débats, hein, on suit quand même les débats de certains acteurs politiques. Dans leur projet politique, il n'y a rien qui concerne la diaspora. Ils veulent que être élus, élu chef de l'État, membre du Parlement, mais on suit les débats, les projets politiques. Il n'y a rien. Je ne sais pas si j'ai manqué quelques débats, mais il n'y a rien qui concerne la diaspora. Donc, c'est dans cet esprit des choses qu'il n'y a pas trop d'engouement au niveau de la diaspora par rapport à ces élections. Il y aurait de l'engouement quand la circonscription électorale des Congolais de la diaspora serait mise en place. Il y aura de l'engouement, tout à fait, il y aura de l'engouement donc quand cette circonscription sera mise en place, mais surtout lorsque tous les Congolais de la diaspora, excepté personne, seront appelés à participer à tous ces processus électoraux. Merci. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, merci. Tout à fait. Tout à fait. Donc, nous voulons qu'il y ait tous les Congolais puissent participer. Juste avant de finir, nous savons que les pays limitrophes, l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, ne font pas partie des pays qui ont été sélectionnés. Les Congolais de ces pays ne font pas partie, pour des raisons évidentes, ne font pas partie des Congolais qui sont sélectionnés, enrôlés pour participer à ces élections. J'ai souligné pas mal de pays quand même. Il n'y a pas que la France, la Belgique. Ça, c'est une rhétorique ancienne pour considérer la France et la Belgique comme des pays phares ou des pays échantillons en matière d'enrôlement des Congolais. Il y a des Congolais en Chine, un grand nombre de Congolais en Chine, un grand nombre de Congolais en Émirats arabes unis, notamment à Dubaï. Il y a un grand nombre de Congolais de plus en plus croissants ici au Royaume-Uni, en Finlande, en Norvège, à Chypre, au Maroc, à Rabat. Donc voilà, nous voulons qu'il y ait ces débats, ces narratives et ces paradigmes en ce qui concerne les Congolais vivant à l'étranger puissent changer. Et ça changera justement peut-être avec la prochaine législature. Merci beaucoup Junior Badila d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci M. Patrick Lumbala de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. C'est toujours un plaisir également de vous avoir. Je rappelle que vous interveniez en direct de Londres, capitale du Royaume-Uni. Vous êtes journaliste, fondateur des AUK Radio, une radio qui évolue au niveau du Royaume-Uni. Vous êtes aussi ancien de la BBC, mais surtout Congolais de la diaspora vivant au Royaume-Uni depuis près de 2 décennies. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci, M. Patrick Lumba. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Nous sommes arrivés complètement à la fin. Je vous retrouve très très prochainement avec d'autres invités sur ce même plateau pour évoquer des questions très très importantes liées justement à la vie nationale et surtout économique de la République démocratique du Congo. À très vite.